Après un début de saison difficile, Alpine plonge de nouveau dans la tourmente. Éviction express de Jack Doohan, promotion précipitée de Franco Colapinto, démission d'Oliver Hawks et un nouveau potentiel scandale en coulisses. Flavio Briatore, seul maître à bord, peut-il vraiment sauver l'écurie tricolore ou précipiter sa chute? Instabilité chronique, affaire douteuse, avenir incertain. Renault peut-il encore éviter la vente de son équipe? Pendant ce temps, la FIA pourrait aussi changer de visage. Carlos Sainz Senior vise la présidence. Un nouvel espoir pour remettre la Formule 1 sur de bons rails. Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1, votre émission hebdo sur l'actualité de la Formule 1. Désormais, chaque lundi, quelle semaine vous avez encore vécu les amis, avec toutes les annonces qu'il y a eu autour d'Alpine. On va longuement en parler aujourd'hui. Merci en tout cas pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît, c'est important pour l'algo de YouTube. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles en version audio, en podcast audio sur Apple Podcast, Spotify et Deezer, avec comme Fana du Paddock cette semaine en plateau. Il est à la fois passionné par Lewis Hamilton, mais il reste fidèle à son écurie d'origine, monsieur Laurent Pantanage, qui conserve les couleurs de Mercedes. Salut Laurent. Non, c'est là. Ouais, salut tout le monde. À mes côtés, celle que l'on surnomme DRS Queen, supportrice de Max Verstappen et de Red Bull, la reine du pronostic, mais pas cette semaine. Justine Pélisson, bonjour Justine. Bonjour à tous. En plateau également, il supporte les couleurs de la France et de son écurie Alpine. Il aura beaucoup à dire ce soir pour défendre son écurie. Monsieur Guillaume Pommier, salut Guillaume. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors je supporte Alpine, mais aussi la France du sport automobile. Ouais. Et je tiens à rendre un hommage à Johan Zarco qui nous a offert un moment de sport légendaire hier en gagnant le Grand Prix de France au Mans. Ça faisait 71 années qu'un Français n'avait pas gagné à domicile. C'était Pierre Monneret en 54. Bravo à Johan Zarco qui a fait une course d'anthologie. Alors le quiz est fin, monsieur Pommier, c'est en fin d'émission et c'est ce qui s'appelle la théorie de l'évitement. On va parler d'Alpine, donc on parle d'autre chose, mais on va parler d'Alpine. Et puis moi, je demeure, vous le savez, un fan de Fernando Alonso, dont les belles heures, je suis sûr, de gloire vont revenir d'ici l'année prochaine avec la nouvelle réglementation. Et puis j'oublie pas, bien sûr, en duplex, monsieur Christophe Degrave qui a réussi à changer de couleur rouge, mais en demeurant fan de Ferrari. Ça va? Tu t'es remis du Grand Prix historique au Castellet? Ouais, c'était vraiment super, un grand moment d'émotion. Allez jeter un coup d'œil à la vidéo, elle était vraiment super cool. Et puis là, tout va bien. Écoute, Ferrari cartonne en wreck. Et sinon, t'étouffes, on dirait. Va bien, ouais. Ça va? Tu t'es remis tu as approché Charles Leclerc et tu étais presque en PLS à ce moment-là. Oui. C'est sûr. Charles a eu beaucoup d'émotions en me voyant. Et c'était l'inverse. Allez, un mot au sujet de notre sponsor Winamax. Le site de paris en ligne Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. Pour découvrir vos avantages, rendez-vous en fin d'émission lors de la rubrique pronostic ou encore dans la description là en dessous de la vidéo. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir et qui n'est pas une alternative au travail. En tout cas, un grand merci à Winamax, qui est le sponsor de cette émission. Madame, messieurs. Radio check. Loud and clear. Et on enchaîne avec le fait de la semaine, la crise qui s'est ouverte chez Alpine avec le départ attendu de son second pilote Jack Doohan et celui surprise de son patron, Oliver Hawks. Colapinto in, Doohan out. On va commencer par les annonces des pilotes, puis c'était une annonce qui était attendue avant même le début de la saison. Franco Colapinto remplace Jack Doohan dans le second baquet Alpine et prendra le volant dès la semaine prochaine au Grand Prix d'Émilie-Romagne, la place donc de Jack Doohan. Votre sentiment, les amis, comprenez-vous ce choix tout simplement? Allez, on commence par Justine peut-être. Alors c'était attendu. C'était attendu, mais j'ai trouvé que c'était d'une violence inédite dans la manière dont ça a été fait, notamment le fait qu'il est... Non, je ne peux pas te laisser dire ça. Toi qui soutiens Non, mais justement, Red Bull... j'allais faire le comparatif avec Red Bull sur le fait qu'en fait, ce pilote, on lui octroie 5 courses. Et je trouve que c'est cette approche-là où on sait qu'il est de nouveau, lui aussi, soumis à un peu une épreuve, à une sorte de concours entre les pilotes que je trouve assez malsaine. J'allais comparer ça à mon écurie qui a fait ça de son côté, mais Tsunoda a été signé normalement pour le reste de la saison. Il n'a pas normalement que 5 courses
à son Il compteur. a fait 2 courses Il a de fait 2 mémoire, courses. Lawson, hein, c'est ça? Ouais, ça c'était terrible. Mais là, quand Tsunoda a remplacé Lawson, heureusement, on lui a pas dit voilà, tu es là pour 5 courses. Je trouve que déjà, Douane, dès lors que Colapinto était signé et qu'on l'avait fait rentrer en tant que pilote de réserve numéro 1, on savait que ça devait être énormément de pression pour Douane. Mais là, du coup, je trouve que c'est le fait de savoir que ce nouveau pilote aura 5 courses à son compteur pour prouver et marquer des points. Je trouve ça très difficile, mais pas du tout étonné par cette annonce. C'est la surprise, hein, Laurent. C'est pas une titularisation de Franco Colapinto, donc le pilote argentin. Je vois l'Australie partout. Ça, c'est conjugal, dirons-nous. Ça reste une nomination provisoire. Hein. Oui, la surprise, c'est le fait que soit ouvertement dit sa situation, c'est-à-dire, il est là de façon temporaire pour l'instant. Donc, il y a deux lectures, hein. Il y a 2 façons de le lire. La première, c'est de se dire, le choix qui a été fait, c'est un baquet tournant, comme ils l'ont dit. Hein. Tu vois, ils vont tester plusieurs pilotes. Éventuellement, ils vont tu vois, ça peut être une approche positive. Positive dans l'idée que la saison est pourrie et que potentiellement pour Alpine et que potentiellement c'est une saison sur laquelle tu fais des tests. Donc, c'est une approche qui pourrait être possiblement original. Parce qu'on entend parler d'autres grands noms de pilotes qui pourraient intervenir. Ouais. On parle de Pérez, de Mike Schumacher, etc. Hein. Exactement. Pourquoi je trouve ça donc du coup original? Parce que humainement, ça paraît très dur pour nos petites âmes sensibles où on aime bien qu'un pilote soit là pour une saison, qu'on lui laisse sa chance. D'un point de vue entrepreneurial, je trouve que c'est un excellent test. Après, c'est la façon dont c'est fait. Il y a toujours un côté... il y a des relents derrière italianisant d'une certaine personne. Italonisant, hein, et qui sont pas bonnes, quoi. C'est-à-dire que... On va en parler. Voilà, donc tu as compris. De Flavio Briatore. Guillaume... Juste oui, pour info, les résultats... Il y a les résultats donc, du pilote sortant sont pas si mauvais que ça, hein. Ils ne sont pas non plus transcendants. Hein. Non, mais il n'est pas... Et comparé à Gasly, tu veux dire? Comparé à Gasly, c'est ce qu'a fait son père. Il a comparé les 2 résultats pour un pilote senior. Hein. Gasly, c'est un pilote senior. Hein. Il est pas 10 fois meilleur, quoi. Il n'est même pas 3 fois meilleur. Il n'est même pas 2 fois meilleur. Il est meilleur. La parole est à la défense, à savoir M. Guillaume Pommier. Est-ce que c'est un choix tout simplement face au manque de performance de Douane, qui, rappelons-le, est un rookie? Il a besoin de temps quand même, Douane. C'est pas évident. Je pense qu'il y a 3 volets. Il y a un volet humain, il y a un volet sportif et il y a un volet financier dans cette affaire. Tout à fait. Je commence par le... Solide. Je commence par le volet humain. Et là, pour le coup, on comprend difficilement la décision et je rejoins Justine. Déjà, il n'a eu que 6 courses cette saison, donc plus une à Abu Dhabi l'année dernière, ça fait 7 courses. Et c'est très peu pour un jeune pilote. Et puis, il a eu cette course en étant quasiment tout le temps sous pression parce qu'on savait que Colapinto avait été recruté et qu'il y avait une vraie menace pour lui. Donc humainement, c'est vraiment très difficile et ça rappelle les méthodes Red Bull. Le volet opérationnel ou le volet sportif, là on comprend. C'est moyennement compréhensible, mais c'est déjà un peu plus que sur le volet humain parce que... C'est d'autant moins compréhensible, pardon, je te coupe Guillaume, c'est que le manager de Jack Douane, c'est Flavio Briatore, donc c'est se tirer une balle dans le pied. C'est son agent. C'est son poulain. Ouais, c'est vrai. Alors après, au niveau... et je pense que Laurent, t'as raison sur ça, c'est vrai qu'il n'a pas démérité. Maintenant, il y a peut-être moins de garanties sportives chez Douane aujourd'hui que Colapinto, qui a un peu plus d'expérience et qui a quand même prouvé l'année dernière qu'il était capable de faire des bons résultats. Et en vrai, aujourd'hui, Douane, il n'a pas scoré un point. Il a quand même pas vraiment brillé. Il y a pas... Toi, tu retiens pas un truc marquant de Douane positif quand même, quoi. Puis gros crash. Si tu retiens un truc, c'est le gros crash à Suzuka. Donc tu peux te dire quand même que si à un moment donné, un week-end, l'Alpine est capable de marquer des points, tu fais confiance à Gasly et tu peux peut-être plus faire confiance à Colapinto qu'à Douane. Donc je pense que là, tu peux plus le comprendre au niveau sportif. Et après, tu as le volet financier où là, tu comprends totalement la décision parce que Alpine a quand même investi 20 millions d'euros pour recruter Colapinto en pilote essayeur. Et il faut rentabiliser ça. Ouais, c'est beaucoup d'argent. Et puis en fait, t'as tous les... Et la Formule 1 d'aujourd'hui, c'est aussi le financier. Et tu as tous les sponsors sud-américains qui sont derrière Colapinto et qui vont apporter beaucoup d'argent à Alpine. Donc là, tu comprends quand même beaucoup mieux la décision de... Et les haters aussi. 20 millions d'euros. Non, c'était 4. Ouais. C'est 4,5 millions d'euros. C'est qui est déjà pas mal. À l'Académie Williams. Ok. Ouais. Okay. C'est peut-être ce qu'il rapporte parce que Colapinto rapporte énormément de sponsors. Désolé, mais en tout cas, c'est beaucoup d'argent investi pour Colapinto par rapport à son statut d'essayeur. Ils ont racheté Colapinto
Colapinto à l'Académie Williams. Mais effectivement, Colapinto a marqué des points l'année dernière, 5 points en 9 courses lorsqu'il était chez Williams. Après, il s'est un peu écroulé. Mais on a l'impression, les amis, que les dés sont pipés depuis le début, depuis les essais hivernaux, où justement, ils ont fait un gros chèque pour avoir Colapinto, et que l'enjeu, c'est d'aller chercher des retombées financières que va apporter ce pilote Colapinto, qui est argentin, on sait qu'il y a une réserve de sponsors en Amérique du Sud importante, et en Amérique latine en particulier, et qu'il est simplement plus bankable. C'est une question d'argent, j'ai l'impression. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que à l'annonce de l'arrivée de Colapinto, le flux Instagram de Douane a été mais pourri par les haters sud-américains. Argentin, on peut le dire. Argentin, avec beaucoup de drapeaux argentins. Alors là où je trouve ça abject, par contre, j'y vois un intérêt. Encore une fois, quand tu prends une photographie, c'est une information. L'information, c'est qu'il y a une attente en Amérique du Sud qui est énorme. Je dis pas que les haters ont raison, au contraire. Mais par contre, je te dis qu'ils sont présents, qu'il y a plein de gens qui ont ce besoin, cette envie de voir. Donc peut-être que d'avoir un pilote sud-américain, tu vois, qui serait là, c'est peut-être intéressant. En tout cas, économiquement et pour le continent sud-américain. En aucun cas, je donne raison à un quelconque haters, tu vois, de quelque origine qu'il soit. Mais par contre, ça démontre qu'il y a une passion pour la Formule 1 en Amérique du Sud, on le savait, hein, et une attente pour ça. Voilà. C'est que les supporters argentins sont très chauvins en général. Au moins, Alpine se veut plus transparent désormais, en affichant la couleur avec Colapinto et en lançant 5 Grands Prix. Il aurait été peut-être plus sympa pour Douane qu'ils aient la même transparence dès le départ, en disant tu es titulaire à l'année. Il y a encore une semaine, Oliver Hawks annonçait qu'il était là pour l'année. Et peut-être une des raisons de son départ, on en va parler dans un instant. Alors, qu'est-ce que tu penses, peut-être, Justine, de cette stratégie qu'a très bien résumé Laurent, d'évaluer ses pilotes en vue de 2026 ? Elle est un peu expéditive par rapport... Même Red Bull n'est pas aussi expéditif, mais c'est vrai que moi, on les teste pour l'année prochaine. Oui, mais je suis d'accord avec l'approche de Laurent sur ce côté un peu agile de test and learn. Je pense que... Mais voilà, je trouve que c'est quand même assez court pour un rookie qui a besoin de s'approprier, de bien comprendre l'écurie, de comprendre la voiture. Je pense que ça aurait été bien fait s'il n'y avait pas eu cette pression avec le fait qu'on savait qu'il y avait Colapinto à tout moment qui pouvait intervenir. Ouais. S'il avait été sortir de la boîte, quoi. Moi, je pense que ça aurait été une vraie opportunité pour lui de se développer, d'apprendre et peut-être de se prouver s'il n'y avait pas eu derrière Colapinto qui était tout le temps en mode on ne sait pas à quel moment il va intervenir, à quel moment il va être replacé. Ouais. Mais je comprends qu'aujourd'hui, quand on voit le championnat, à quel point il est serré, il est dominé par une écurie, McLaren qui laisse aucune place aux autres aujourd'hui, je comprends que tout le monde soit sous pression. Je comprends qu'en anticipation 2026, qu'on ait besoin de faire cette rotation et ce test de pilote. Il y a des nouveaux jeunes, il y a de plus en plus de jeunes qui sortent des entraînements. Donc, mais bon, par rapport à Red Bull, moi je défends une écurie qui a un peu appliqué les mêmes principes. Donc, compliqué d'aller à l'encontre de cette approche. On a vu que dès l'année dernière, en anticipant sa venue et en demandant à Ocon de ne pas faire le dernier Grand Prix, ils avaient quand même compliqué la tâche déjà à Douane en le lâchant en fin de saison. Christophe, ta réaction, je t'oublie, tu es sur Teams, je ne te vois pas, comme je n'ai pas ton image en plateau. Plein de réactions. Une petite réaction. Comment tu peux m'oublier? C'est vrai, hein, franchement, hein, quand on a des amis comme Olivier, on n'a pas besoin d'ennemis. Hein. C'est clair. Désolé, mon cher Christophe. Alors, le truc, c'est que moi, ça me rassure énormément, tout ce qui se passe pour l'instant chez Alpine, en fait. Contrairement, je vais juste prendre le contre-pied de... Je te vois venir. Par rapport à Ferrari C'est toujours mieux que chez Ferrari, c'est ça que tu veux dire? Non, très sérieusement, ce qui se passe chez Alpine, réellement, ça me rassure parce que ça donne une certaine lisibilité sur le futur. Il y a Guillaume qui est en train de rigoler, mais je te jure, je ne vais pas sortir une vacherie. Ça donne de la visibilité, de la lisibilité sur Alpine. Le fait, un petit peu comme Justine le disait, de faire du test and learn, de faire des sprints d'essai, des galons d'essai avec des pilotes, c'est plutôt pas mal. Douane, faut quand même pas oublier, il est pas non plus là, il est toujours en F1, hein, il est 3e pilote, tout va bien, il pourrait revenir dans le game à un moment donné sans aucun problème. Donc tout ça permet effectivement, sur une saison qui est un peu perdue, tout simplement de faire des galons d'essai et de dessiner peut-être le Alpine de 2026. Tu vois, donc moi je trouve ça, je pense, assez réussi en fait. Et c'est pas la même façon de faire que Red Bull, parce que
Red Bull aujourd'hui en fait ne trouve absolument pas de pilote pour le deuxième paquet. Enfin, si on en a trouvé un, mais de là à ce qu'il reste, c'est encore autre chose. C'est beaucoup plus brutal en fait. Je trouve que ici, effectivement, c'est de l'essai, c'est affiché d'avance, c'est effectivement on le sait pertinemment qu'un pilote comme Colapinto est un pilote un petit peu plus complet en fait parce qu'il apporte cette partie marketing, cette partie aura, cette partie aussi capacité à pouvoir faire des tours assez rapidement dans une Williams et puis aujourd'hui dans une Alpine. Donc moi ça me rassure assez en fait. Je préfère ça au statu quo qui était affiché par Alpine l'année passée, l'année d'avant. Ok. Allez, on continue à parler d'Alpine et d'un autre départ, mais surprise celui-là, celui du team principal de l'écurie, à savoir Oliver Oaks. L'annonce a fait l'effet d'une bombe la semaine dernière. Oliver Oaks a démissionné de son poste de team principal d'Alpine après seulement 6 courses en 2025. Flavio Briatore, conseiller exécutif, reprend temporairement les fonctions de direction. Avant de comprendre les raisons de ce départ surprise, le constat s'impose. La valse des dirigeants continue chez Alpine. Regardez cette slide. Elle est vraiment impressionnante. Depuis 2017, Alpine a connu au moins 10 dirigeants. Alors ça, c'est l'annonce, effectivement, autant pour moi. L'annonce officielle qu'a rendue Alpine sur ses réseaux sociaux, annonçant le départ, effectivement, d'Alpine, de son team principal, et personne s'y attendait. Moi, je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ça. Et puis, on a une petite slide derrière, normalement, qui résume les 10 dirigeants d'Alpine qui ont été écartés de l'écurie. Voilà, regardez, Fred Vasseur, Cyril Abitboul, Alain Prost, Martin Budkowski, c'est dur à dire, Laurent Rossi, Otmar Schettenauer, Bruno Famin, David Briot, Oliver Oaks et le dernier en date, Flavio Briatore, qui a repris ses fonctions. Ça commence à faire beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. En matière de stabilité, on a connu mieux, les amis. Ouais, surtout que lui, ça a été très court. Je crois que c'est celui qui a fait le moins de courses. 6 courses. Ouais, donc non, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce il est arrivé l'été dernier, donc il a fait plus que 6 courses. Il a fait. Il est resté 8-9 mois, quoi. Il a fait 5 courses et la dernière course de la saison, donc ça fait. Ouais, c'est ça, je crois qu'il a fait 6 courses. Il a fait 6 courses. Allez, maximum. Peu importe. Je veux dire, c'est très peu, quoi. Non, c'est dommage, et encore une fois, je suis pas. Guillaume était un plus grand expert que moi d'Alpine, mais c'est sûr que de voir une écurie dans une telle déconfiture, c'est pas agréable. Quand bien même, c'est pas mon écurie de cœur, tu vois ce que je veux dire. Donc, je dis pas que tu as envie de stabilité, on a envie qu'il se passe des choses, on a envie qu'il y ait un peu de voici, de gala et de tout ça, quoi. Mais habituellement, tu vois, Red Bull nous alimentait avec ça, tu vois. Donc on n'avait pas. Non, c'est vrai que ça fait de la peine. Tu as juste envie que sportivement les écuries réussissent. Et là, c'est la bérésina, quoi. Tu vois, cette instabilité, tu vois, l'arrêt des moteurs. Tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va, quoi. C'est hyper douloureux, quoi. Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs ces dernières semaines, ces derniers jours qui ont circulé, qui pourraient expliquer les raisons, qui pourraient bien sûr motiver cette démission surprise, à tel point qu'Alpine et Flavio Briatore ont été obligés de publier un autre communiqué, vous avez vu le premier tout à l'heure, qui annonçait effectivement que tout allait bien entre Briatore et son ancien team principal, et que c'était, je cite, des raisons purement familiales, qui expliquaient la démission. Beaucoup de choses ont été dites, je cite Flavio Briatore, ces 24 dernières heures, liant de manière erronée la décision d'Oli de démissionner et à une suspicion de désaccord ou de divergence de point de vue que nous partagerions. C'est complètement faux et très éloigné de la vérité. Nous respectons la demande d'Oli de démissionner, nous l'avons donc accepté. Les raisons ne sont donc pas liées à l'équipe et sont de nature personnelle. Et l'écurie a également publié un message d'Oliver Oaks que je vais vous citer. Ce fut un privilège de diriger tout ce personnel à Enstone. Quelle équipe et quel endroit? C'est une décision personnelle, il insiste, pour moi, et celle de démissionner. Flavio a été comme un père pour moi. Je souris. Il m'a toujours soutenu depuis que j'ai pris mes fonctions, tout en me donnant cette opportunité. Tout le monde est en place pour 2026, vraiment. Et pour que cette équipe réalise le rêve qu'elle mérite, je crois en Enstone. Donc il a fallu vraiment fixer la chose et vraiment mettre les points sur les i, parce que
il y a énormément de rumeurs comme quoi il tournait en rond à Stone, puisque Flavio prenait toutes les directions et toutes les décisions, Guillaume. Oui, bon, déjà le premier point, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Hein. On est sûr de rien, et je pense que c'est important de le rappeler ici. La deuxième chose, c'est que y a deux lectures, en fait. Il y a une lecture professionnelle et puis une lecture personnelle. Lecture professionnelle, c'est effectivement des désaccords entre Flavio Briatore et Oli Hawks sur les décisions stratégiques prises chez Alpine depuis plusieurs mois. On peut en citer quelques-unes. L'éviction, entre guillemets, d'Esteban Ocon, le choix du moteur Mercedes et la fermeture des moteurs F1 à Viry, le recrutement potentiellement de Douane, dont Flavio Briatore est le manager, puis son remplacement par Colapinto, ça on pourrait quand même dire que la patte Flavio Briatore a été plus grande que celle de Oli Hawks, et ça peut effectivement créer des tensions en interne. Ça c'est le professionnel. Et je pense que c'est ce que tous les suiveurs de la F1 ont pensé à l'annonce d'Oli Hawks, et nous aussi. Surtout la temporalité. Des difficultés à exister face à l'omnipotence d'un Flavio Briatore. C'est compliqué d'être qualif à la place du qualif. Donc quand on a un Briatore. Pourtant, il a le poste, il est directeur exécutif. On a le poste, mais quand c'est Flavio Briatore avec son passé dans ce sport et chez Renault qui vient, on comprend quand même que ça peut créer des tensions parce que Flavio n'est pas là pour jouer les seconds couteaux chez Renault, surtout qu'il reporte directement le Cademo, qu'il l'a nommé personnellement et ils sont assez proches. Donc tu vois, tu comprends quand même que Briatore n'est pas là pour enfiler les perles. Chez Alpine. Et donc ça c'est la raison pro. Après il y a la raison personnelle qui sort, et là pour le coup c'est beaucoup plus sulfureux en fait. Et là c'est potentiellement effectivement lié au lien entre Oli Hawks, son frère, et les Russes, en particulier Dmitri Mazepin. Si j'ai un peu le temps, je peux rappeler les faits, sinon, mais voilà. On va y revenir. Mais là, pour le coup, c'est une raison qui serait effectivement personnelle. Il y a une affaire potentiellement judiciaire en cours qui pousserait Oli Hawks à se mettre en retrait d'Alpine. Alors, c'est l'une des pistes, effectivement, parce qu'on sait qu'Oliver Hawks a créé une écurie qui s'appelle High-Tech Grand Prix, que cette écurie a été détenue à 75% jusqu'à l'invasion en Ukraine par la famille Mazepin, dont le pilote était le pilote de cette écurie, puis le pilote de l'écurie Haas, et que du jour au lendemain, Oliver Hawks est devenu propriétaire des actions de M. Mazepin. Et depuis, il y a eu quelques transferts d'argent depuis Dubaï, et que la dernière info, c'est que M. Hawks est parti directement de Miami à Dubaï, parce qu'on me souffle dans l'oreillette qu'un faux connaisseur qui est un ancien team principal nous dit que ce n'est pas vrai, qu'il ne serait pas rentré à Dubaï. Bref, il y aurait une piste assez sulfureuse. Mais restons sur la première hypothèse, à savoir que tout simplement, il y aurait des difficultés à exister au sein d'une écurie. Laurent, Christophe, Justine, qu'est-ce que vous pensez de cette chose? C'est vrai qu'il est quand même compliqué d'exister face à Flavio Briatore. Et puis, il y a une autre rumeur encore plus folle qui est tombée, qu'il ne faut pas négliger, parce qu'on nous l'a encore soufflé dans l'oreillette il n'y a pas très longtemps, qu'on est à un moment charnière dans d'autres écuries, on pense notamment à Red Bull, où le team principal serait sur la sellette à Imola. Je ne sais pas si... Tu peux résumer un petit peu J'y croyais pas l'affaire. trop, mais en effet, la rumeur, mais je ne sais pas si c'est vraiment une rumeur, parce que ça a l'air d'être confirmé par plusieurs sources sûres, qu'en effet, Red Bull pourrait s'intéresser au profil de Oliver Hawks, que Christian Horner, visiblement, vu un peu tous les écarts qu'il a pu faire récemment, serait sur la sellette. Et donc, il serait possible que Hawks soit recruté par Red Bull. Ça ferait sens, vu qu'il a été un ancien pilote de l'Académie Red Bull. Et donc, voilà, peut-être que pour 2026, on pourrait voir un changement de titulaire côté Red Bull. Même avant. Dès la semaine prochaine. Mais bon, toi, ok. C'est pas... Bon, voilà, en tout cas, les rumeurs vont très très loin. Les rumeurs vont très très loin, mais en même temps, voilà. Italie, ce serait... Mais vu la situation personnelle et les dernières rumeurs de Hawks, je me demande si la temporalité va être la bonne, vu ce qu'on est en train de découvrir avec son frère et ses affiliations avec la Russie. Ça peut être un peu de tension. Mais voilà, en tout cas, c'est une rumeur. On va tirer le fil de la pelote pour l'histoire de la Russie et de l'écurie et des fonds qui circulent à Dubaï, etc., etc. Mais je voulais avoir la réaction de Christophe et la réaction de Laurent à ce sujet. Christophe, qu'est-ce que ça t'inspire? Et c'est vrai que ce qui est désagréable, si tu veux, c'est que ça arrive à nouveau au sein d'Alpine après l'affaire du Crashgate il y a presque 15 ans maintenant. Oui, bien sûr. Il y a deux choses en fait. Il y a une certitude, c'est qu'a priori William Hawks, qui est le frère de notre ami Oliver, s'est fait arrêter en Grande-Bretagne avec une grosse somme d'argent. Donc voilà, ça c'est une certitude, et qu'a priori cet argent serait d'origine criminelle. Donc ça c'est une première chose. Donc en fait ça pourrait
être un sauve-qui-peut politique pour éviter de faire tomber Alpine dans cette médiocrité médiatique qui pourrait arriver juste derrière. La deuxième chose, l'autre point de vue qu'on pourrait avoir, c'est, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, en fait, mais il y a une entreprise qui s'appelle Apple. Et, ça me dit vaguement quelque chose. Fin des années 90, début des années 2000, il y a un monsieur qui est arrivé, en fait, qui est réarrivé, qui était son créateur, et qui s'est fait appeler ICO, Interim CEO, en fait, qui ne devait pas rester normalement ad vitam aeternam, mais normalement qui devait juste arriver, comme Flavio Briatore l'a fait chez Alpine. Et finalement, il est resté un petit peu plus longtemps, tu vois. Donc, est-ce que Flavio ne nous ferait pas le coup du ICO, tu vois? C'est une possibilité. Alors, justement, essayons de démêler le fil de cette affaire. Il faut retenir sur cette écurie que Hi-Tech, elle a été fondée, Laurent, par Oliver Hawks, justement. Ouais, c'est une écurie qui a des voitures en F2, F3 et F4. Donc les catégories plutôt juniors. Les catégories. L'antichambre, ce qu'on appelle les catégories de promotion, c'est l'antichambre de la F1. Hein. Souvent, tu gagnes la F4, tu passes en F3, tu gagnes la F3, tu passes en F2, tu gagnes la F2, tu essayes d'avoir une place en F1. Donc voilà, elle est gérée donc créée par Oliver Hawks et David Hale en 2015. Elle a permis l'éclosion de nombreux pilotes aujourd'hui en F1, à l'instar de George Russell, qui est passé par là-bas. C'est une écurie qui aujourd'hui est actuellement quatrième en F3, même en F2, je pense, quatrième en F2. Donc c'est pas, du championnat. C'est pas une écurie de fond de grille, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Jusque-là, tout va bien. Et puis arrive Dimitri Mazepin. En 2016, l'oligarque biélorusse, puisque il prend une participation dans l'entreprise lorsque son fils Nikita, dont on peut se rappeler, a rejoint l'écurie de Formule 3. Il a fait fortune dans la production et la vente de potasse avec ses mines dans l'Oural, on le sait. Il est très proche du parti. On a beaucoup de photos de lui avec un certain Vlad. Et et son entreprise était sponsor de l'écurie, Uralkali, sponsor de l'écurie depuis 2016. Oui, tout comme elle a été sponsor de l'écurie As quand Nikita a été dans l'écurie. Il y avait le logo, puis jusqu'à l'invasion en Ukraine, puisque c'est au moment de l'invasion en Ukraine que c'est un peu compliqué les choses. Ce qu'il veut retenir, c'est ça. Il a détenu jusqu'à 75% de cette écurie. Donc il était le propriétaire de l'écurie, en tout cas l'actionnaire majoritaire de cette écurie. Tu disais, il est plutôt proche de Vladimir Poutine, comme illustre cette photo publiée sur le site du Kremlin. On n'a pas été la chercher très loin, donc vous voyez, elle a été publiée après le début de la guerre en Ukraine, donc ça montre des liens assez étroits. Et en raison de ces liens avec le président russe, Dimitri Mazepin a été sanctionné par l'Union européenne et le Royaume-Uni, et ses avoirs ont été gelés après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et quelques jours après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et que la guerre a éclaté, Oliver Hawks a créé une nouvelle société qui s'appelle Hi-Tech Global Holding Ltd Limited, qui a racheté les actions de Dimitri, et depuis lors, Oliver Hawks est devenu l'actionnaire unique de cette société. Mais c'est pas tout. On a appris d'autres choses. Elle s'est fait connaître parce qu'elle avait vraiment des vues en F1. Et surtout, elle a tenté une entrée en Formule 1. Donc en fait, ils ont fait un dossier auprès des instances, donc auprès de la FIA, pour répondre à un appel d'offres. En juin 2023. Ouais, pour rentrer, forcément, grâce... alors, ce qui est intéressant, c'est que c'était grâce au soutien d'un homme d'affaires kazakh, Vladimir Kim de mémoire. C'est ça, et qui est spécialisé dans le domaine des minéraux, qui a une fortune colossale, 5 milliards de dollars selon Forbes. Tu vois, donc le mec est très très riche, et il aurait repris 25% des parts de... Il a été prêt à les reprendre en tout cas. Voilà. Et le projet a été c'est curieux, rejeté à la fois par la FIA et Liberty Media, qui craignait de voir Mazepin, père Dimitri, rester à la manœuvre, et qu'en fait ce soit le seul commanditaire de l'opération, tu vois, et qu'il tire les ficelles de derrière, quoi. Et dernier indice qui montre l'étroitesse des liens entre la famille Hawks et Mazepin, cette dernière était présente aux essais hivernaux de pré-saison de Bahreïn en mars dernier. Laurent. Ouais. Il a visité les installations d'accueil de Mercedes. Il s'est rendu également chez Alpine, tu vois, en tant que en ayant accès au paddock, à toutes les infrastructures, quoi. Alors Guillaume, c'est pourquoi l'année dernière, souviens-toi, on en parlait avec Camille notamment, ou encore avec Éric Bouillet, la promotion d'Hawks l'année dernière à la tête d'Alpine a beaucoup fait parler l'an dernier. Je disais que si ce n'était pas un moyen, à terme, Oliver Hawks et indirectement la famille Mazepin
de prendre le contrôle de l'écurie française. Clairement, après, cette thèse a perdu en crédibilité ces dernières heures. Quoi. Pas forcément. Moi, j'y crois assez peu, étant donné d'ailleurs les rebondissements de ce qu'on peut appeler déjà l'affaire Hawks. Je ne suis pas certain que le cas d'Emeo ait envie de céder l'écurie alpine à Oli Hawks ou à sa société. En tout cas, tant que les liens avec la Russie et Mazepin ne sont pas totalement écartés. Et ça prendra, à mon avis, de longs mois, étant donné le procès judiciaire qui devrait commencer. Après, on va rester très retenu sur ça, parce que clairement, on ne sait pas grand-chose, car Christophe a effectivement rappelé les faits sur l'arrestation de William Hawks, le frère d'Oli Hawks, en Grande-Bretagne. Mais franchement, à part ça, on ne sait pas grand-chose. Et tout ce qu'on a rappelé, c'est effectivement exact. Ça permet de faire des hypothèses, d'avoir des faisceaux d'indices, mais c'est tout. J'essaie de comprendre, voilà. si tu veux. Mais en fait, on sait pas. On a une écurie, et c'est la raison pour laquelle, en son temps, notre team principal, et Eric, Bouillet, qui ne peut pas être avec nous cette semaine, c'est bien dommage, mais il avait d'autres responsabilités par ailleurs, a été nommé à la tête de l'écurie à l'époque pour faire le ménage et oublier les années Briatore. Moi, j'ai pas compris, franchement, quand Dimeo, qui est un génie du marketing et un super CEO, enfin un super directeur général de Renault, et qui a vraiment relancé la marque avec la Renault 5, la R4, et j'en passe, et des meilleurs. Le coup marketing avec Alpine, je trouve ça malin, mais j'ai pas compris le choix de Briatore d'aller chercher quelqu'un qui a, on va en reparler, qui a quand même 75 ans, et donc son avenir est plutôt derrière lui. Qui a entaché la F1. Ouais, d'ailleurs, pour le petit, coup du destin, il est aussi âgé que la Formule 1. Voilà. Non, 1950, il est aussi âgé que ce sport. Donc c'est quand même, tu vois, mais en fait, il y a ce relent affairiste qui est quand même Olivier, assez désagréable. Tu dis Luca De Meo est génie du marketing. Oui, il est en train effectivement de relever Renault avec son fameux plan Renaulution. Et il y a un truc qui ne va pas dans la Renaulution, c'est justement la Formule 1. Bah c'est le seul truc en fait où il était en train d'échouer. Et justement, il se dit, ok, quel est le gars que je connais, qui connaît bien le sport, qui a fait gagner Renault et qui potentiellement veut bien en revenir dans le jeu. C'est Flavio Briatore, qui lui aussi est un génie du marketing, qui s'est fait connaître, on peut rappeler, auprès de Luciano Benetton, quand il a en fait réussi à implanter cette marque-là, Benetton aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'il a été placé à la tête de Benetton F1 fin années 80, début années 90. Donc lui aussi s'y connaît, et c'est un personnage sulfureux qui a fait des erreurs et clairement qui ne sont pas acceptables. Mais il a payé ses erreurs. Il a payé, la justice s'est passée, donc légalement il a le droit de revenir. Alors on peut aimer ou pas le personnage, mais on peut quand même s'accorder sur un fait. Flavio Briatore est un winner qui sait gagner, qui a fait gagner et qui peut encore faire gagner Alpine. Et c'est l'un peut-être des mieux placés pour refaire gagner Alpine. Alors, moi j'ai deux oreillettes, les amis, hein. Une gauche et une droite. C'est souvent la même personne qui souffle, mais c'est pas, les discours changent. Alors, pour être transparent avec vous, on a essayé de se renseigner. On n'est pas des journalistes d'investigation, loin de là, et on n'est pas des journalistes F1 de premier ordre, loin de là non plus. Dans l'oreillette gauche, on me siffle, il y a deux plans chez Renault. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Justine et Christophe, si vous voulez réagir. Le premier plan, c'est le plan Briatore. Si c'est un génie du marketing, tu l'as dit, si ça marche, tant mieux, et on va retrouver la voie du succès, et Alpine redevient une écurie majeure. Si ça plante, on vend à Mazepin. Et donc, pourquoi Oliver Hawks ? Deuxième son d'oreillette, c'est effectivement, Oliver Hawks avait des vues personnelles tout à fait différentes sur son avenir. Ils se sont allés trois chez Alpine et voulaient partir pour aller dans une autre écurie. On verra si l'hypothèse Red Bull tient la route. Justine, qu'est-ce que tu penses de ces deux sources qui ne sont pas coordonnées ? Moi, je suis très partagée. La première financière me paraît totalement logique, mais il y a un peu dans la lignée de ce qui avait commencé par Flavio Briatore, notamment avec le changement de moteur et un peu la directive qui a été donnée. Donc, par contre, ça me paraît très, très gros, cette vente à Mazepin, vu le contexte actuel géopolitique mondial. Ça me paraît vraiment désaligné avec leurs valeurs. Oliver Hawks, je peux totalement comprendre un départ. La temporalité était questionnable, en effet, parce que juste après l'annonce, je n'ai pas trop vu l'ordre, mais je crois que c'était quand même l'annonce d'abord du remplacement de Douane et ensuite dans la foulée. Juste après, c'est pour ça donc c'est pour ça que c'est une temporalité qui est quand même assez. Voilà, ça a fait une grosse annonce et c'est peut-être pour ça que ça nous chamboule tous, parce que c'est violent, la double annonce en même temps. Il aurait pu peut-être attendre la fin de la saison, ça aurait peut-être pu être mieux fait. Surtout qu'à ce côté, en plus, on ne le remplace pas directement par un autre team principal. Ce côté intérim avec Flavio, voilà, ça a été vraiment pris par surprise. Donc c'est aussi pour ça qu'on se dit, tiens, il y a dû avoir un élément déclenchant qui doit être du côté d'une nature personnelle. Je pense pas que ce soit un désaccord violent subi et soudain
qui ait déclenché ça. Ouais. Mais d'un autre côté, je peux comprendre que voilà. Une place se libère ailleurs. Sauf si une place, en effet, si Horner, en effet, sur la sellette, qu'il doit être éjecté dès le week-end prochain, et à ce moment-là, qu'on ait une annonce qui retentisse fin de semaine. C'est un peu gros ça, quand même. Mais c'est un peu gros, donc moi j'ai hâte de cette fin de semaine, et je pense qu'on va peut-être la prendre très rapidement ce week-end, mais les deux hypothèses sont faisables, mais juste le côté vente à Mazepin me paraît extrêmement gros. Surtout que, Laurent, on sait combien la Russie a une résonance particulière au sein du groupe Renault, qui a été l'une des premières entreprises françaises qui a dû obliger de se séparer d'une de ses principales filiales à l'étranger, à savoir Lada, qui a été obligée de... Qui marchait bien en plus. Qui marchait super bien parce que c'était la version locale de Dacia, et donc ils ont perdu beaucoup d'argent dans cette histoire. Moi, je crois aux deux, en fait. Carrément. Moi, je crois aux deux. Et je crois que les deux ne sont pas incompatibles, paradoxalement. C'est-à-dire aux deux. Tu crois à la fois à l'hypothèse comme quoi il y avait deux plans chez Renault ? Ouais. Un plan Flavio et un plan vente si ça ne marchait pas. Mais oui. Je pense qu'en fait, en tant que dirigeant d'entreprise, si tu prends Briatore, il a dit, bon, il avait hérité, il y avait la Formule 1, il y avait l'idée de se dire, bon, on va tenter de développer Alpine, et donc il hérite un peu de ce truc-là, tu vois, il a laissé dans son coin ce truc-là se faire, ça marche pas, il faut reconnaître que c'est pas un succès, les Tipeee tournent, tournent à vitesse grand V, et donc en tant que dirigeant d'entreprise, tu te dis comment je minimise le risque, finalement vendre à qui que ce soit, y compris... Mais Laurent, la vente, oui, tu vois. La vente, oui, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. En gros, Flavio, pour essayer de rétablir le projet ou maximiser la valeur d'Alpine avant une potentielle vente, moi, je suis d'accord avec toi, mais pas à Mazepin. Et attends, juste, pourquoi pas faut quand même pas oublier en fait que l'État est aussi actionnaire à 15%. Oui, l'État est actionnaire, exactement. Vous imaginez le scandale en fait. Justement. En fait, moi, honnêtement, alors après, bien sûr, tout est possible. On va pas dire c'est impossible. Mais clairement, un scandale encore plus grand qui se cache derrière tout ça. Non, moi, j'y crois pas. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'ils vendent pas à Mazepin, ils vendent à Hawks. Ils vendent à Hawks. Ils vendent pas à Mazepin, ils vendent à Hawks. Mais oui, mais regardez ce qui s'est passé. Ce scénario maintenant est plus crédible en fait. Je te dis juste qu'au moment où on a les deux hypothèses, les deux demeurent les deux étaient possibles. Tu te dis, je suis en F1, ça fonctionne pas, ça me coûte beaucoup d'argent, c'est un échec. Finalement, une sortie par une sortie. Pas le temps. Une sortie. Et puis je te retrouve d'autres sujets sur lesquels je dois faire rendre Renault / le grand Renault successful, donc aller vers le succès. Finalement, une vente à mon team principal, c'est presque qui a essayé de rentrer en Formule 1, c'est presque honorable. Après, on aurait réalisé qu'il était financé par Mazepin et ça. Lui, il aurait dit, moi, j'ai pas vendu. Moi, j'ai vendu à High Tech Limited au Royaume-Uni. J'ai pas vendu derrière. Ça, c'est plausible. Tu vois, c'est Limited, c'est type SARL. Tu vois, j'ai vendu à une société, tout ça. En son temps, quand Renault est parti, quand il est parti de la F1 il y a une quinzaine d'années après l'affaire justement du Crashgate, ils ont vendu à Génie Capital, qui n'avait pas non plus une super réputation. D'ailleurs, le garçon, il s'est essayé depuis au football et il a laissé quelques ardoises un peu partout où il est passé. Donc, ça reste une tradition quand même dans la Formule 1. Et la deuxième, on sait qu'a priori, la façon dont ça se serait passé, c'est que devant un Grand Prix, l'ami Briatore s'est dit mais c'est pas possible, cette écurie, c'est un peu moi. Il aurait décroché son téléphone, il aurait appelé Luca Di Meo, qui est quand même italien comme lui, donc très des liens. Ma Luca, dis-moi, c'est pas possible la Formule 1 comme ça. Et donc et il lui a dit, moi je viens en sauveur. Prends-moi en sauveur. Et si je réussis, c'est très bien, je suis un héros, de toute façon tu vas me payer très cher dans tous les cas. Et si j'échoue, tu diras que c'est ma faute. Christophe a mentionné effectivement Steve Jobs avec Apple. Il y a un peu de ça, tu vois. Il y a un culte de la personne. Et puis il avait pas. Bien sûr, j'ai pas dit. Il n'a pas été banni du monde de la tech. On est d'accord, mais tu vois, il y a un. Je peux me permettre. Non, mais il y a un peu de ça, tu vois. Il y a ce côté en fait, j'ai réussi, je reviens en sauveur, tu vois. C'est une habile transition, mon cher, pour pas laisser parler Christophe. Mais Christophe, quelle est ta réaction ? Est-ce que tu crois à ces deux scénarios que j'ai décrits tout à l'heure ? Alors moi, je vais me mouiller un peu là. Oui, toi. Et je vais sans doute avoir l'air ridicule dans une année ou deux, en fait, parce que ce ne sera pas du tout cette stratégie-là qui aura été appliquée. Mais globalement, pour moi, Flavio et la vente, c'est exactement la même stratégie. Oui. Je pense que Flavio, il ne va pas être là pour durer. Flavio, il va être là pour accompagner en fait dans une vente. Et je me dis, et pourquoi pas en fait Renault sur le devant de la scène ? Et pourquoi pas en fait plus Alpine, mais Renault. Alpine ou bien Renault tout simplement, parce que tu as vu j'étais comme un historique en fait. Renault était partout. Ouais. Renault était partout en fait. Ils affichent leur Formule 1 partout. Aujourd'hui, les Alpines, c'est finalement que des
Renault, entre guillemets, a un peu amélioré, à part la 110, hein, donc je parle des voitures aujourd'hui qui sont produites en fait en grande série. Moi, je me dis, et pourquoi pas un accompagnement par Flavio, un nettoyage par Flavio, et puis après une pourquoi ils arrêtent le rentrée de moteur Renault dans la Renault, Formule 1. Ouais, c'est ça. Christophe? Et pourquoi arrêter le moteur Renault dès lors si... Enfin, moi, le signe comme quoi ils voudraient vendre, c'est si tu veux vendre, il faut séparer ton moteur. Tu vois. Mais ils ont arrêté un type de moteur. C'est pas pour autant en fait que demain en fait il y aura pas un moteur F1 Renault, tu vois. Mais peut-être d'un autre type. Et puis le truc en fait, c'est que clairement jamais en fait la FIA, la Formule 1 dans son ensemble ne permettra en fait une vente aux Russes d'une écurie. Jamais ça se fera. Mais on a vu qu'ils avaient déjà freiné les 4 fers pour le laisser E-Tech Grand Prix rentrer en F1. Ils ont freiné les 4 fers. Mais rappelle-moi qui est le président de la FIA. On va en parler. Ça va pas revenir là-dessus. Ça va peut-être changer d'ailleurs. D'un mot, en fait, du coup, Christophe parlait. On va encore parler de Briatore pendant un chapitre derrière. Okay. En fait, Christophe parlait du moteur, de l'abandon du moteur Renault. Là, pour le coup, moi, je pense que c'est plutôt un argument qui irait dans le sens de la vente, malheureusement. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, l'idée, c'est peut-être de rendre plus rentable la cible, et plus sexy même. Plus sexy, de faire des économies. Tu économises 200 millions d'euros et t'achètes pour 20. Donc c'est une sortie un peu partielle. Tu vas améliorer les résultats opérationnels parce qu'il y aura moins de coûts de la société et tu vas potentiellement la vendre plus cher. Et puis tu vends un rêve en disant que l'année prochaine, comme il y aura un nouveau moteur, ce sera une nouvelle voiture, une nouvelle saison. Après, en fait, on peut pas aussi comparer les moyens et les ressources financières de Viry avec Mercedes, tu vois. Je veux dire, ils sont 5 fois moins les mecs chez Renault. Donc en fait, on ne dit pas que l'écurie n'a pas de talent et n'a pas de savoir-faire. Tu vois, l'année prochaine, on va faire défendre une autre écurie, Guillaume. Il n'y aura plus d'Alpine. On n'a pas fini de parler d'Alpine parce qu'on a appris plein de choses, notamment sur Flavio Briatore, grâce à nos confrères de l'Informé. On va en parler dans un instant. Hawks out, Briatore se retrouve donc seul maître à bord d'Alpine, 15 ans après le scandale du Crashgate et son bannissement de la F1. Revanche ou futur scandale en perspective? Débat. Les amis, Flavio Briatore, numéro 1 d'Alpine, 75 ans. Il revient donc à la tête de l'écurie tricolore après son licenciement en 2009 et son bannissement, j'insiste sur le mot, de la F1 suite au scandale du Crashgate. Alors bien sûr, il a été réhabilité par une cour pénale, une cour suivie, par le TGI de Paris. Voilà. Et donc il a pu revenir en Formule 1. Est-ce que vous pensez tout simplement, de par son parcours, de par son âge, son expérience, ses occupations professionnelles, parce que c'est un homme d'affaires, il puisse tenir son rôle à long terme? Non, allez-y, ouais. Non, mais je sais pas. À long terme, c'est quoi à long terme? Est-ce qu'à 75 ans, il peut insuffler la même énergie? Non, mais sachant qu'il a traversé des dernières années des moments un petit peu compliqués, des déboires médicaux, opération du cœur, et puis ses affaires. Il gère des restaurants, des discothèques. Il gère des nightclubs. Il a créé une belle chaîne de nightclubs qui marche bien. Non, je pense qu'à l'horizon 2-3 ans, effectivement, il peut potentiellement gérer les affaires. Ça ira pas trop au-delà. Et d'ailleurs, en vrai, on a déjà en partie la réponse que Luca De Meo a communiqué il y a quelques heures pour dire que c'était temporaire et que 2, ils allaient se mettre à la recherche d'un nouveau team principal qui serait là sur le long terme. Il a dit pour de bon, entre guillemets pour de bon. Donc moi j'espère de tout cœur qu'Éric Boulier sera dans l'équation. Il avait dit ça pour tous les teams principaux. Il avait dit ça pour tous les Tipeee avant. Hein. Ouais, mais écoute, moi voilà, je crois encore l'espérance. Tu vois, aujourd'hui là, il y a l'élection de Léon XIV. On croit à l'espérance et en fait j'espère qui adore la F1. J'espère non, parce que voilà, ça fait penser France, fille aînée de l'Église. Donc voilà, je pense que Éric Boulier, j'espère, et prions pour ça d'ailleurs, pour qu'Éric revienne pour de bon. C'est quand même un bel sous Flavio, ça va peut-être pas. Il ne va pas revenir chez Alpine s'il a un Flavio au-dessus de lui qui va court-circuiter et parasiter chaque fois qu'il prend une décision. On a vu que après Flavio, ouais. Christophe Laurent, au JC, on a bien vu que toutes les décisions majeures qui ont été prises pour Alpine ces dernières semaines ou ces derniers mois, c'est Flavio qui les a prises. On les a listées tout à l'heure. Oui. Bien sûr, il a changé structurellement, il a modifié structurellement Alpine globalement. Effectivement, l'abandon du moteur Renault en était une. Jack Doohan et puis le retour de Colapinto, etc. Donc tout ça a été, la façon de faire avec les pilotes a été modifiée. Comme on avait dit dans une émission précédente, il a sorti les poubelles. Et effectivement, c'est aujourd'hui, s'il y a un nom
S'il y a un synonyme, pardon, je vais y arriver, de changement chez Alpine, c'est quand même bien lui, quoi. Ouais. Alors, tu disais tout à l'heure, tu faisais le parallèle un peu hasardeux, à mon avis, entre Fabio Briatore et Steve Jobs. Il doit se retourner dans sa tombe, le pauvre Steve. Steve Jobs, souviens-toi, quand il est revenu, il était payé $1 par an. Alors que là, Là, c'est pas du tout le cas. Alors, Alpine a misé, et Luca Di Meo ont misé sur Fabio Briatore pour tenter de sauver l'écurie, on l'a dit, mais il a signé un contrat exceptionnel et une somme rondelette, hein, selon le confrère de l'Informé. Laurent, si tu veux résumer cet article de l'Informé qui est paru ce week-end. Il a un salaire fixe de 2 millions d'euros. Par an. Et qui est supérieur à celui de Luca Di Meo lui-même, hein, qui a priori serait à 1,7 million. C'est-à-dire qu'il est plus payé que Luca Di Meo. Ouais. c'est fou. Juste pour être consultant. Oui, mais enfin, Mais ça Attends, montre. Paiement trimestriel par un contrat de prestation et non un contrat de travail. Hein, donc, Ouais, du donc coup, c'est tu temporaire. vois, permettant de contourner les validations du comité de rémunération de Renault. Parce Aïe. qu'il n'est pas salarié, tu vois. Aïe. Et non, mais il y en a d'autres. Hein. Il a une commission exceptionnelle de 20% sur les nouveaux contrats de sponsoring, sachant que ça avait voilà. été interdit. C'est-à-dire que ça avait été interdit chez Renault. Terminé. On arrête. C'est-à-dire qu'ils avaient dit, parce qu'en fait, tu vois, c'était un peu l'inflation. Bon, après, et, il a signé des deals majeurs et récemment. Ouais. Et de toute façon, c'est que on supprime ça et dans la foulée, il annonce l'arrivée de Eni, pétrole italien, hein, donc, et MSC Croisière. Eni, en italien, mais c'est pas grave. Je travaille dans l'univers du pétrole et les Anglais disent Eni. Bon, bref, et on sent qu'au sein de Renault, ça crise un peu. Bah, c'est un peu normal qu'il y ait des critiques internes. Il y a plusieurs cadres qui s'étonnent. Alors, là où moi, je ne suis pas étonné, c'est que de suite, on dit quoi? L'État actionnaire, 15%, c'est pas normal. Ça, c'est le truc des pleureuses habituelles des fonctionnaires, de mentalité fonctionnaire. Pour Guillaume. Non, mais c'est classique en France. Donc, c'est classique en France d'avoir, dès que le truc, on dit, mais il y a l'État à 15%. Puis l'État n'a que 15%. Pas parce que l'État a un truc. Le problème, en tout cas, oui, vas-y. donc, le conseil d'administration de Renault a été informé du recrutement et n'aurait pas validé officiellement le contrat. Et donc, du coup, c'est un contrat de prestation de service, quoi. Donc, tu vois. Oui. Donc, c'est loin d'être comment dire, je pense que du c'est bénévolat. mais je hein, pense que 2 millions d'euros par mais an. bien sûr, c'est un énorme contrat, mais je pense que c'est pas très 20% c'est pas sur la très commission des c'est pas sponsors. très entre guillemets et C'est c'est pas énorme, toi Laurent, mais c'est pas très honnête de Et parler de manière brute ces chiffres-là parce que comme tu l'as très bien dit, c'est un contrat de prestataire de service, c'est pas un salaire, donc clairement au niveau entre guillemets des cotisations sociales, on va pas rentrer dans le détail, c'est totalement différent. Vous pensez que c'est un expert en matière d'optimisation fiscale, l'ami Fabio. Non mais d'accord. Deuxièmement, en fait, Si je peux me permettre. là en fait, on compare avec le salaire potentiellement fixe de DMEO, je sais pas, mais il y a un package derrière, il y a peut-être des actions Renault qu'il a, tu vois, alors Oui, que Briatore c'est vrai. n'a pas ça parce qu'il n'est pas salarié. Enfin, tu vois, je pense qu'on peut pas comparer de manière brute. Et puis les commissions, bien sûr, mais c'est des commissions variables. Il a ramené des deals. Donc il a ramené des deals que Ouais. Renault n'aurait peut-être pas eu sans lui. Normal, n'importe quel sales, en fait, quand il ramène des deals, il prend 10 ou 20%, Ouais. tu vois, c'est assez logique. Et en fait, bien sûr, c'est beaucoup d'argent, mais il n'y a rien de scandaleux dans ce contrat, tu vois. En tout cas, dans ce qu'il dit dans l'informé, pour moi, il n'y a rien qui me scandalise. Mais je pense que ça ça- peut ouais. interpeller, mais c'est pas scandaleux. Mais je pense que c'est à la hauteur aussi de cette mission impossible qu'on lui donne. Et le fait, pour moi, ça me montre un peu cette mission de se dire on va revaloriser un bébé aujourd'hui qui a du mal, qui est pas en pleine forme, pour justement peut-être anticiper une vente. Et je peux comprendre que ce soit un contrat qui soit temporaire de prestation et qu'en plus ce soit une somme qui soit hyper importante parce que c'est quand même un gros challenge qu'il a de tout remettre à plat, de tout restructurer et sûrement en une petite temporalité. Il a que quelques mois pour le faire d'ici la fin de la saison. Enfin, quelques mois, il reste quand même 3/4 de la saison. Mais je me demande si ces chiffres-là et le contour de ce contrat, de ce partenariat, ils nous éclairent pas aussi sur cette potentialité d'une vente future et d'une mission très Oui, Laurent. précise pour Fabio Briatore. Sachant que on a, je me rappelle plus comment il s'appelle cet acteur là que j'aime bien là, Reynolds. Reynolds Ryan. et Ryan Reynolds, Ryan qui a Reynolds. donc qui est quand même actionnaire. Hein, je crois Un qu'ils avaient pool injecté d'actionnaires, avec minoritaire. hein, minoritaire, mais qui avait injecté quoi. Il y a quand même, c'était 100 millions de dollars. Enfin, peu importe, mais ils ont moins de 15%, je crois. Ouais, mais c'est quand mais tu vois, même pas rien. Non, mais on n'en voilà, parle plus ouais. alors que dans l'histoire du rachat, tu vois, ça pourrait. C'était une Oui. piste qui était Ouais, évoquée à un moment donné, quoi. On n'en parle plus du tout, hein, ni d'un côté ni de l'autre, quoi. Christophe, ton sentiment par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, encore une fois, on a l'impression en discutant avec des gens proches de l'écurie alpine, je ne parle pas d'Éric Bouillet forcément, des gens proches qui ont eu vraiment des postes importants de cette écurie, nous disent la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de cap. Il n'y a pas de patience particulière et ça ne peut pas fonctionner en F1. Il faut du temps. Et Ferrari est bien passé pour le savoir. Piche. Désolé. Moi, je pense que
C'est exactement ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Tu vois, je pense que le cap est de plus en plus clair. Je pense qu'ils sont en train de faire le ménage et que demain, en fait, Alpine sera peut-être Renault Alpine, peut-être Alpine en fait, mais sous une autre forme, et que c'est un moment préparatoire à quelque chose de plus grand pour Alpine. Donc, encore une fois, j'ai pas peur par rapport à ça. Je suis vraiment pas du tout étonné non plus par le montant, tu vois, de 2 millions d'euros bruts, en fait, ça veut dire moins d'1 million d'euros net. Aujourd'hui, avec 2 millions, ma bonne dame, on fait plus rien. Hein. Non. Donc, bien. Mais ok, du coup, tout va bien. de l'inquiétude pour Gasly, quoi, quand on voit les conditions. Alors, On reviendra pas sur le sujet, mais j'ai Ouais. vu pas mal de rumeurs que voilà, le baquet de Gasly n'était pas garanti. Oh non, pour le coup, moi, ça, j'y crois assez peu. Et je suis d'accord avec Laurent, je pense que, et on va dire peut-être tant mieux, on va faire une croix sur cette saison. Alpine sera pas compliqué, forcément là. très bien positionné. Par contre, ils mettent le paquet sur 2026 avec le moteur Mercedes. Et c'est peut-être assez intelligent, en fait, à côté de Gasly, de faire tourner quelques pilotes pour voir quelle est la meilleure T'as solution. vu Pérez Bon, alors, en attendant, peut-être un Perez, parce que moi, j'ai Non, déjà. mais si, voilà. Ouais. J'ai lu aussi que Slim, qui était l'un des sponsors mexicains de Perez, était prêt aussi à Carlos mettre de l'argent dans Slim. Alpine. Hmm. Donc voilà. moi, Voilà. j'ai une information aussi d'insider, si vous voulez, en fait, de chez Ferrari. Je me fais un peu le porte-parole de Ferrari, mais donc adressé à Alpine et à Flavio. Si tu nous écoutes, Flavio, on est tout à fait prêt à faire un switch de pilote, en fait, avec Hamilton et Pierre. Donc, dis n'hésite donc. pas. Alors surtout, mais Qu'est-ce que tu on ne racontes veut de pas l'élu d'élu. On veut garder Pierre. Non mais franchement, Laurent, vous allez Notre pas- quelque élu, chose. notre mais vous élu n'allez pas nous français. mettre l'élu dans les Non, pattes. non, mais attends, Franchement, on est en train de reconstruire l'écurie, on veut pas la faire couler. Laurent, dis quelque chose. Je plaisante, hein, bien sûr, pour tous les fans d'Hamilton qui vont encore Vous allez pouvoir nous regagner, critiquer grâce sur à les vous. réseaux. Je plaisante. Hamilton est un grand pilote. La vête. Alors, et pendant T'es qu'Alpine mielleux, cherche, là. et pendant qu'Alpine cherche désespérément C'est un trop nouveau adouci, souffle et un autre bouleversement pourrait secouer le monde du sport auto dans les prochaines semaines, cette fois-ci au sommet de la FIA, la Fédération internationale automobile, un nom prestigieux se prépare à faire son entrée dans l'arène politique. Carlos Sainz Senior, le papa du pilote Williams, pourrait bientôt viser la présidence. Que sait-on vraiment de cette candidature surprise? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Le champion du monde de rallye, après avoir brillé sur les pistes du monde entier, Carlos Sainz Senior pourrait-il devenir le nouvel homme fort du sport automobile mondial? Il envisage de briguer ni plus ni moins la présidence de la FIA, Laurent. Alors, c'est une information de motorsport.com qui indique qu'il serait sérieusement candidat pour briguer la présidence. Ok, le double champion du monde des rallyes, 90-92. C'est un personnage, hein. Nous on a eu la chance de le voir, il venait souvent en Corse, hein, puisqu'il faisait Tour de Corse. le Tour de Corse, et donc il était très, très humain, hein. C'est un mec très marrant, quoi. Enfin, tu vois, c'est un bon vivant. Un bon gars. Ouais, c'est un bon gars, triple vainqueur du Dakar, hein, grosse expérience sportive. Le mec a fait du rallye ou du rallye raid toute sa vie, hein, tu vois ce que je veux dire. Encore aujourd'hui, ouais. Oui, tout à fait. Il a gagné l'année dernière, hein, donc, et d'une réputation d'homme respecté, tu vois. Il y a une espèce de noblesse espagnole. Non, mais je veux dire, vous êtes jamais amusé à aller regarder le nom de Carlos Sainz? En fait, c'est Carlos Sainz de machin, de bidule, de trucs, de machin, de bidule. Il y a 12 noms, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Même nous, avec nos corvées de chiottes demain matin, on n'en a pas autant, quoi. Donc, Et quel est le plan de Carlos, alors? donc il veut une équipe compétente autour de lui, donc avec des anciens pilotes, des ingénieurs, des juristes, pour réformer la FIA et la rapprocher du monde professionnel du sport automobile. À demi-mot, tu as compris, hein, qu'il avait une cible dans le viseur. Hein. C'est l'actuel président. C'est l'actuel président qui lui a éliminé tous ceux qui étaient dissonants. En fait, ce qui est intéressant, c'est que il est crédible. Son approche, elle est crédible. Et respecté. Parce que il a pas un profil ultra clivant comme l'a MBS aujourd'hui, quoi. Enfin, il n'a pas un profil clivant MBS, mais il est devenu clivant. C'est bien le problème aujourd'hui. Est-ce que justement, les amis, vous trouvez le profil de Carlos Sainz Senior sérieux? Quel est, selon vous, ses points forts, en plus de sa carrière
qui est remarquable en sport auto. Oui, enfin pour moi c'est vraiment une approche qui est très, comme tu disais, crédible et holistique, parce que maintenant il va vraiment réunir une équipe, un peu une workforce et une task force autour de lui pour avoir les bonnes compétences. Et je pense qu'il reprenait le mot dans son interview, il disait vraiment qu'il voulait de la transparence et faire en sorte qu'on comprenne mieux et qu'on arrête de trouver que la FIA n'est plus crédible. Aujourd'hui, on questionne beaucoup les décisions qui ont été prises, il y a un manque d'homogénéité dans les décisions prises, dans les pénalités, et lui il veut vraiment remettre ça à plat en s'entourant bien. Il a aussi cet aspect sportif, il n'est pas hors sol, il vient lui-même du milieu automobile, et en même temps il a une prise de recul avec son fils, qui est quand même lui-même pilote. Ouais, alors, on en parlera. Est-ce que c'est compatible d'être à la fois président de la FIA et avoir son fils sur la grille de la Formule 1, mais ça semble être le bon moment pour lui de se positionner. Il n'est pas encore vraiment candidat parce qu'il y a une vraie, tu l'as dit, crise de confiance envers Ben Sulayem. Il n'y a personne d'autre en face. Pour l'instant, il n'y a personne d'autre qui s'est positionné en termes de candidat. L'élection doit arriver, je crois, en décembre. Il y a une assemblée générale qui va arriver dans les prochains mois, donc c'est aussi le bon moment, j'ai l'impression. Mais il faut réunir beaucoup de votes autour de lui, il faut qu'il ait quand même du soutien, et donc là je crois qu'il est en train de faire un peu son petit lobbying politique, mais c'est pas évident comme milieu. On a vu que Ben Sulayem il y a vraiment de grosses tensions avec les pilotes. À chaque fin de Grand Prix, c'est toujours très tendu avec les pilotes. On pense notamment à Hamilton. À Christophe, si tu veux réagir également. Est-ce que tu penses que c'est le bon moment? Et on donnera la parole après à Laurent. Tu vas, Christophe, ou j'y vais? Vas-y. Ok. Je t'en prie. Merci. J'achète totalement le deuxième argument d'Eres Queen sur la crédibilité sportive. Et je trouve que globalement, c'est bien que des anciens sportifs s'engagent et prennent des responsabilités dans les instances de régulation du sport en général. Et en ce sens, Carlos Sainz est vraiment hyper crédible et légitime pour le faire, et surtout s'il s'entoure d'anciens sportifs. Donc là, pour le coup, absolument d'accord. Ben Sulayem est un ancien pilote de rallye dans une zone que nous, on ne connaît pas. Mais là-bas, il était ultra connu. Tu vois, il faisait la promotion. Tu vois, je veux dire, j'allais dire, mais c'est peut-être le terme que j'ai retenu de Justine, c'est hors sol. Il paraissait hors sol pourtant, alors il est assez hors sol. On l'a vu à la manière dont il gère les pilotes, il leur a libéré le langage, la manière dont il les enquiquine, pour trouver un mot diplomate. Il lui rentre bien les pilotes. Peut-être que je finirai ça. Eu un point de vue un petit peu européiste, mais bon, on peut quand même, peut-être sans critiquer trop Ben Sulayem, dire que c'est pas forcément la même légitimité au niveau mondial, tu vois, la même reconnaissance par rapport à Carlos Sainz. Tu l'as rappelé, je pense que ce ne sera pas lui faire trop d'insultes de dire ça. Par contre, j'achète beaucoup moins l'argument du changement dans l'interprétation des courses et des règles. Alors ça, j'y crois absolument pas. Moi, je pense que vous mettiez Pierre, Paul ou Jacques, il y aura toujours en fait du débat. Et on le voit dans tous les sports. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un règlement édicté par des hommes et puis interprété par des hommes. Il y a toujours de l'humain derrière, et vous le voyez même encore aujourd'hui dans le football où on a introduit la VAR, il y a toujours beaucoup de débats et on n'est même pas d'accord alors qu'on a 15 ralentis vidéo. Donc non, je pense qu'il y aura... Et je vais vous dire en fait presque, tant mieux. Je le dis souvent, tant mieux. On n'aura jamais d'harmonisation parfaite. L'important c'est qu'il y ait un cadre, effectivement, qui soit quand même le plus précis possible et le plus stable possible. Donc ça, ok. Mais en fait, vous n'aurez... Tant que vous mettrez de l'humain, et les arbitres sont des humains, vous aurez toujours en fait des interprétations, et ce sera toujours comme ça. Donc Sainz, Ben Sulayem ou un autre sera toujours comme ça. Carlos. Christophe, ton sentiment sur cette possible arrivée de Carlos Sainz en tant que candidat à la présidence de la FIA. On sait que Mohamed Ben Sulayem a beaucoup été critiqué de la part des pilotes, parce que c'est vrai que il veut contrôler d'une main de fer les déclarations des pilotes. Il a déclaration à l'emporte-pièce. On l'a vu qu'il a pris des prises de décision aussi qui ont froissé profondément Liberty Media, notamment sur la réelle opportunité de mettre un plafond budgétaire, alors que c'est aujourd'hui le fondement même de la F1, ou encore, plus récemment, ce qui n'est pas forcément sur le papier quelque chose qui ne me déplairait pas, le retour des V10, alors qu'on voit bien que l'industrie automobile va plutôt vers de l'hybride et de l'électrique. C'est là où le hors-sol revient. Tout à fait. En fait, moi, je pense qu'il y a un mot qui est ici, qui est légitimité. Tu vois, Ben Sulayem, aujourd'hui, n'a plus aucune légitimité par rapport au sport, en tout cas... par rapport à la F1, et que par contre, en fait, Carlos Sainz en a énormément. Par contre, il y a quand même un énorme obstacle, en fait, qui est Carlos Sainz Junior, parce que effectivement, ça voudrait dire, pour moi, ça veut dire la fin de sa carrière, parce que tu peux pas être jugé parti, c'est impossible. Les deux peuvent pas. Pour moi, c'est
c'est pas possible en fait qu'il ait son fils qui soit en train de courir et que lui détermine les règles. En fait. Bah attends, C'est Jean quasiment Todt était impossible. président de la FIA et a été le directeur de Ferrari pendant des années. Oui. Ils n'ont pas été champions du monde pour autant. Ouais, mais ça... D'accord, on en est là. Oui, bah, c'est la réalité. Non, mais Ça peut te Mais rassurer. non, mais, hein les facile. sportifs, en fait, les coureurs qui veulent pas saluer Ben Sulayem, non, ça veut vraiment dire beaucoup. Il n'y a pas un fan de Formule 1 qui apprécie le gars en question. Donc, en fait, c'est Carlos Sainz, senior. C'est une très bonne chose, je pense, en fait, pour le sport automobile de la F1. C'est vraiment une très très bonne chose. Ouais. Laurent, pour conclure. Je voudrais dire deux choses. La première, la FIA, c'est pas que la Formule 1. Hein. La FIA, c'est le rallye, il y a du rallye Bien raid, il y a plein d'autres. C'est une fédération. Hein, C'est tous les sports automobiles. Non, pas tous. Non, parce que par exemple, ce ne sont pas les sports américains, ce ne sont Oui, pas. mais Donc c'est un certain nombre. C'est sport d'endurance. Non, mais c'est le tout à fait. Mais c'est une fédération. C'est Rallycross. la plus ancienne. Rallye. C'est la plus. Tout à fait. Et qui motive un certain nombre de passionnés de sport automobile comme nous le sommes. Le rallye, de par notre origine, Oui. a une résonance particulière. Exactement. Très noble. Et le rallye est très important, même si économiquement, aujourd'hui, la FIA vit beaucoup plus de la F1 que de tous les autres, mais l'argent tiré de la F1 permet de faire fonctionner les autres événements. Donc, il faut regarder. Et c'est vrai qu'en ça, le fait que Sainz ait son fils en Formule 1 et qu'il ait passé énormément de temps dans le paddock. Il est tout le temps dans le paddock, on le voit tout le temps, senior. Qu'il ait gagné en rallye, qu'il ait gagné en rallye raid. Il a tu parlais tout à l'heure de holistique, j'ai beaucoup aimé, il a une approche qui est hyper élargie, je pense que c'est quelque chose de bien. Ça, c'est le côté positif. Moi, je ne vois aucun problème avec le fait que Carlos Junior soit un truc. Et je pense que c'est une famille qui est d'une telle niveau d'éducation familiale qu'il saura très très bien gérer cette partie-là. Mais comment tu assures l'objectivité, Laurent, en fait? C'est pas le président de la FIA qui prend une décision et qui tranche. Okay. C'est un organisme, donc c'est pas lui qui va dire tiens mon fils, je te mets une pénalité ou pas. Donc du coup c'est là où c'est très bien. Et au contraire, je pense que il va devoir se mettre en retrait. Donc sur ces sujets-là. Donc ça, je pense que c'est le côté. C'est pour ça que moi, l'idée quand j'ai entendu ça. Comment tu fais pour cloisonner l'information entre le fils et le père? C'est ça le truc, tu vois, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'information qui passe. Mais tu n'as pas besoin de la cloisonner. Il veut de la transparence. Donc justement, ça va devoir lui imposer une beaucoup plus grande transparence du fait que son fils soit en Formule 1. Tu vois, des sujets non traités, non encore décidés, ne sont peut-être pas encore exposés, tu vois. Oui, mais est-ce que ça concerne un pilote Ouais, je crois pas. Ça peut concerner une équipe. Ça peut concerner une écurie, une équipe. Ouais. Mais encore une fois, la proximité entre Jean Todt et Ferrari était très très forte lorsqu'il est arrivé à la présidence de la FIA, et on suspectait déjà à l'époque des risques d'avantage pour Ferrari, ce qui n'a pas du tout été le cas. Et souviens-toi, lorsqu'il y a eu l'épisode Massy, Hamilton et Verstappen, et que il est filmé, Jean Todt, à la fin de son mandat, filmé par les écuries, par les caméras de Canal, et que Toto Wolff l'appelle, on disait mais Toto, je peux rien faire, moi je suis pas sur place. Et au-delà, c'est aux commissaires de course qui sont sur place, qui ont la légitimité. Je ne peux pas intervenir en tant que président. Mais tu vois, le truc, en fait, c'est qu'il y aura toujours un doute, quelque part. Et même si je pense qu'effectivement, c'est une famille qui sera dans le fait de bien cloisonner, etc., malheureusement, il y aura toujours ce doute. Ouais. Et c'est là où c'est un sujet, en tout cas, qu'il va falloir évoquer, c'est certain. Mais c'est la première chose que va évoquer Ben Sulayem. Maintenant, donc je disais ça, c'est son angle d'attaque. Bien sûr, ça sera son angle d'attaque. Maintenant, la deuxième chose que je vais vous dire, c'est que Ben Sulayem aujourd'hui a, en tout cas, dans la F1, il faut que je me renseigne sur le rallye, et je connais quelques personnes haut placées dans le rallye, donc je vais poser la question. Justement, je le ferai juste pour notre culture et je vous le partagerai. Mais Ben Sulayem aujourd'hui n'a aucune légitimité, alors nous, bien sûr, on n'a pas de pouvoir, mais on le Laurent. Non, je sais. Ce que je veux te dire, c'est que nous, en tant que passionnés de Formule 1, je pense pas qu'autour de la table, il y a grand monde qui l'aime. Et aujourd'hui, on n'a pas Lundi Doug. Moi, j'ai rien contre lui non plus. Moi, je l'aime pas. Je connais pas. J'ai vu qu'il aimait bien fracasser les Renault F1 sur les murs. Je vais juste vous dire deux choses. C'est excellent parce qu'aujourd'hui, tu prends, il y a quasiment, je n'ai pas vu un pilote content de s'afficher avec lui.
ok, aucun pilote. Et je regarde maintenant systématiquement à chaque Grand Prix, à chaque fin de Grand Prix, je regarde, c'est incroyable. Même l'autre jour, quand ils ont pris la photo, McLaren, il a déplacé, Zach Brown a déplacé l'appareil photo pour que Ben Sulayem, qui était derrière, comme ça, et tu vois la caméra, et tu le vois, il essaye de se placer, et en fait, il a déplacé, il n'a pas pris. Moi, je vous dis un truc, je vous l'ai dit sur le groupe, j'ai réécouté la séquence au moment... C'est le groupe WhatsApp, parce que... On a un groupe d'organisation, et donc, en fait, au moment où il met la médaille à Oscar Piastri autour du cou pour sa victoire, à Miami, il est hué. Il est hué. Donc, écoutez la séquence dans le replay. Oui. Il est hué. Donc, aujourd'hui, il a personne, et je ne sais pas si vous avez vu, le comportement de Verstappen, qui, tout le monde le dit, en dehors de la course, c'est un des mecs les plus adorables qui soit. T'as vu, il fait que dire, je ne réponds plus, je ne parle plus, c'est lui qui est ciblé. Hamilton, les trucs. Piastri, qui est quand même le gars le plus rond, tu vois, Piastri, Russell, tu vois, c'est des bisounours, tu vois, au sens par rapport aux autres, tu vois, par rapport il y a des badass, tu vois, tu vois, eh ben, Piastri l'évite, il lui tend la main, il se retourne pour éviter. Tu te dis waouh. Donc aujourd'hui, il y a un problème de légitimité. Non, et moi le dernier point que je voulais dire, c'était plus par rapport aussi aux conséquences que ça peut avoir sur Carlos Sainz Jr., sa carrière. Est-ce que du coup, toi, tu parlais du côté impartial par rapport à, on va questionner s'il y a jamais des conflits d'intérêts par rapport au papa, mais même pour Junior, est-ce que ça va redorer du coup la carrière de Sainz? Est-ce qu'il va être un pilote beaucoup plus plébiscité par les équipes? Est-ce que la future Alpine aura envie d'avoir un Sainz à ses côtés si on sait que le papa est côté FIA? Moi, je pense que ça va être intéressant aussi de suivre la carrière. Est-ce que ça peut être en effet déterminant et ça peut être une épine dans le pied pour lui, ou au contraire, ça peut le rendre plus attractif? À voir. Mais je pense que ça va dans les deux sens. En tout cas, moi, j'aime beaucoup Carlos Sainz Junior. L'enjeu pour la FIA aussi, c'est d'avoir un président qui soit fort pour résister aussi aux enjeux économiques. C'est avant tout un sport, mais on l'oublie parfois. Et que la FIA, aujourd'hui, ne prend pas toutes les décisions. Elle prend les décisions sportives. Mais tout ce qui va au-delà du sportif, Liberty Media joue un grand rôle aujourd'hui. Il faut être fort pour résister. Les patrons, c'est Liberty, c'est les actionnaires. Les patrons, Liberty, mais pas les patrons sportifs. Ouais. Non, c'est pas eux, justement. La FIA, c'est l'organisation et la régulation du sport. Mais c'est pas la décision. C'est même pas l'organisation. L'organisation opérationnelle, c'est Liberty. Liberty. Bien sûr. Et on va pas refaire l'histoire, mais encore une fois, il est plutôt rare qu'une fédération ne soit pas propriétaire de sa propre discipline. Et les derniers Ecclestone ont permis cela d'une manière un peu bizarre, parce qu'il n'y a jamais eu une transaction particulière qui a permis à Ecclestone d'être aujourd'hui pendant un temps propriétaire de la Formule 1. Mais il y a aussi cet enjeu-là. Il faut une personne forte aussi au sommet de la F1 de la FIA pour pouvoir résister à ces enjeux économiques et remettre le sport au centre du jeu, ce qui n'est pas toujours évident. Messieurs, dames. So box. Non. Petite respiration dans cette émission, ça s'appelle le quiz F1. Oh là là. J'espère que vous avez révisé. Alors, le quiz F1, vous connaissez la Formule 1, pilote mythique, dirigeant influent, jeune espoir, l'Amérique, c'est un spécial Amérique, a marqué l'histoire de la Formule 1 parce qu'on avait prévu de parler de Cadillac dans cette émission. Et beaucoup de parler de Cadillac, c'était l'annonce de la semaine dernière. Et puis Alpine a tout chamboulé. L'Amérique a marqué l'histoire de la Formule 1 à sa façon. Mais saurez-vous reconnaître ces figures américaines qui ont laissé leur empreinte sur la grille? 7 figures du sport à deviner, 4 indices pour vous aider et une question subsidiaire pour les plus coriaces. Bonne chance à tous. Est-ce que vous êtes prêts, madame, messieurs? Oui. C'est un sujet. Quel enthousiasme. Let's go. Ils ne sont pas très nombreux, les pilotes de F1 américains. Alors, je suis un pilote de F1 américain. Non, Je suis le premier pilote américain champion du monde. Andretti. Mario Andretti, bonne réponse. 4 points pour Laurent. J'ai remporté le titre en 1978 sur une Lotus. J'ai remplacé Didier Perini chez Ferrari. J'avais oublié ce passage-là. C'est très jeune. Et j'ai participé à 29 éditions des 500 miles d'Indianapolis. Et j'ai gagné 3 fois. Une seule fois. Ah, je pensais qu'il avait gagné 3 fois. La malédiction d'Indianapolis pour Mario Andretti. Il a gagné quand même. Ouais. Je suis un pilote de F1 américain. Ça, j'en connais pas beaucoup. Il y en a un seul ou? Je suis le dernier Logan Sargent. Pilote américain titulaire en F1. Bonne réponse de Justine, 4 points. Je dis Logan, t'as dit Sargent. Ouais. Si tu veux, on est équivalent. Non, c'est Justine qui a.
Non. J'ai marqué mon premier... 3 points, tu as donné une deuxième. C'était la deuxième qui répond. Non, Non, je crois que c'était la première. Commence pas à foutre le non, ça aurait bordel, été s'il te compliqué. plaît, Laurent. J'ai marqué mon premier point au Grand Prix du Texas en 2023. J'ai débuté chez Williams en F1. La même année, j'ai été remplacé par Franco Colapinto en 2024. Logan Sargent, le dernier pilote américain à ce jour en F1. Je suis cette fois un dirigeant d'écurie américain. J'ai réalisé ma première apparition à la télévision aux États-Unis dans la roue de la fortune pour financer l'achat de mon Zac Brown. T'as dit quoi? Ah, je suis pas là, tu peux pas, tu sais. Qu'est-ce qu'il a dit? T'as dit dit autre chose, quoi toi? Bah, j'attends la réponse avant de te dire. Non, c'était pas. Ouais. Zach Ah, Brown. C'est Zach Brown, effectivement. t'as dit autre chose, non? Je regarde pas après. Bonne réponse, 4 points pour Laurent. Je Il est suis donc américain, un bah, ancien ouais. pilote, mais aussi un agent de pilote. Ça J'ai fait. succédé à Rod Dennis, je suis le patron de McLaren. Regardez, C'est vrai, il est très américain. Voilà. Zach Brown, mais c'est vrai l'histoire de la roue de la fortune, Ouais, c'est il a marrant. gagné, je sais pas, un truc du style 5 000 ou 11 000 $. Mais ça lui a payé son carte. Il a c'est payé marrant. son carte. Ah, c'est Il génial. était coureur. Je savais pas. J'adore cette histoire. Alors celui-ci est pas plus compliqué à trouver. Hein, mais on remonte dans les années 80, les amis. Ah merde. Je suis un pilote de F1. J'ai été coéquipier d'Alain Prost chez Renault. En 88, j'ai remporté les 500 miles d'Indianapolis. Moins connu, j'ai créé ma propre écurie aux États-Unis de sport auto. Et mon prénom est Eddie. Eddie Cheever. Ouais, j'ai ouais, pas dit. Là, il faut. Je parie. Il faut être vieux comme toi pour savoir ça. Bah, écoute, je suis désolé. Franchement, on est pas bon là. Je suis désolé d'avoir la culture, les amis. Je suis un dirigeant d'écurie, on enchaîne. Là, on voit le Eddie Cheever qui a plutôt bien vieilli. Hein. Donc, Ah ouais. il était le coéquipier de Prost. Je savais pas. Dans sa dernière année chez Renault. Je suis un dirigeant d'écurie à nouveau. J'ai créé ma propre écurie en 2016. Steiner. Ouais, c'est Tanner n'est pas américain. Gene. Oh là Il là est là. italien. Dinas. Mais il est pas direct. Si, Il est plus. il est plus. Il a été directeur d'écurie. Je crois qu'il était juste Ginas. Il est patron de l'écurie. Ah, mais il est patron. T'as dit quoi? Ouais, T'as mais dit c'est pas créé parce ma que- propre écurie en ouais, bah, voilà. 2016. En fait, il est propriétaire. Il est pas propriétaire, patron. mais il est pas patron. Moi, je suis Parce que moi, je désolé, savais que j'avais ma j'ai pas oui. fait J'ai T'as dit quoi? je suis un dirigeant d'écurie. Ah non, mais il est propriétaire. Il est pas- Il est chez il est Renault. pas- Fondateur et propriétaire. Mais il a pas dirigé. Moi aussi, j'avais C'est Ginas. mauvaise foi. J'avais Il est pas révisé dirigeant. avant. Mais Non, il mais n'était pas attendez. directeur d'écurie. Non, mais Non, mais- par contre, C'est Il est dirigeant propriétaire. fondateur. J'ai créé ma fondateur. propre écurie. Voilà, ça, on C'est a clair, compris. quand même, Ah, en non, Mais c'est 2016. Ginas. Je suis aussi propriétaire d'une écurie en Laurent, je NASCAR. porte Mon réclamation écurie auprès est de Ben motorisée Felayen. par Je Ferrari. porte en réclamation près de Ben J'ai fait Felayen. porter Chinuti, Ça a- Dinas qu'on voit à l'écran. Comment ça va, Régis? Est-ce qu'on a Ah de là belles là, je images? le Ça fait savais, mais combien au il est pas compteur? directeur. Alors, on a Guillaume et Christophe qui ont 0 points. Eh oui. Profitez-en, rigolez. Justine avec 4 points et Laurent avec 8 points du coup. 12 points, 3 réponses. Ah oui, 12 la points, dernière. 4 fois 3, 12 12. points. Putain, pour une fois, ça m'est jamais arrivé. T'as vu, les c'est gars. MPS, mais c'est dingue. Non, mais Toujours. j'espère que je ne donnais pas la direction de la FIA, ça va être terrible. Hein. Ah, je pensais faire Alors, on va avoir droit être encore mauvais. une objection de monsieur Guillaume Pommier. Je suis un dirigeant d'écurie, mais pas forcément de F1. Un dirigeant d'écurie de sport auto, mais pas que. Parce qu'il n'y en a plus. Je suis une légende du cinéma hollywoodien avec des films comme L'Arnaqueur et Butch Cassidy et le Kid. J'ai été un passionné de course automobile et terminé 2e aux 24 heures du Mans en 1979. Christophe, come on! Bon, allez, je le tente. Je connais Clint Eastwood. Non! Non. Plus jeune. J'ai cofondé l'écurie Newman Haas Racing qui a Paul dominé le championnat Car Paul IndyCar. Paul Newman, bien sûr. Ouais. Tiens, je J'ai voyais la été- tête. J'ai été et continue après mon mort à être un socié philanthropique. Alors, je ne connaissais pas cet aspect-là de Paul Newman, et c'est vrai que la première Bon. fois que j'étais aux États-Unis faire des cours dans un supermarché, Saucisse mon grand. Alors là, je suis tombé sur des vinaigrettes de Paul Newman, et en fait, c'est des centaines de millions de dollars qu'il a donné à des œuvres, puisqu'il était aussi un fin cordon bleu, et ses amis voulaient qu'il prépare des sauces. Il en a fait une marque qui aujourd'hui continue et rapporte c'est énormément génial. d'argent Paul Newman. à des œuvres caritatives. Paul Newman, qui s'est associé en son temps avec Haas pour créer l'écurie Newman Haas en IndyCar. Eh ben oui. Et donc, c'est une victoire éclatante de monsieur Laurent Bretagnage. Bravo, Laurent. Jean As, bon. Est-ce qu'on a besoin de sortir la question subsidiaire? Allez, pour Ouais, pour le plaisir. le plaisir. Mais j'aurais pas pensé. Enfin, tu vois, Ça va. t'as dit les États-Unis, je pensais pas. Ah ouais, bah, c'était pas si difficile, à part Eddie Cheever qui était peut-être un peu Non, difficile tu vois, à trouver. d'ailleurs, Eddie Cheever, c'est impossible. Quoi. Bah, Laurent, Ouais, bon, je l'ai pas Christophe aurait dû le trouver, Eddie Cheever. Non.
Combien de victoires en Grand Prix les pilotes américains ont-ils remporté en Formule 1 au total? Combien de victoires en Grand Prix les pilotes américains ont-ils remporté en Formule 1 au total? Et la personne qui répond le plus proche du chiffre total remporte 1 point. Sachant que la majorité des victoires étaient remportées par Mario Andretti. Mais ouais, ça, en fait, c'est ça le truc. Allez, moi je mettrais 8. Ah, j'allais dire ça aussi. Ah bah voilà. J'allais dire 5 Tu vois, ou 8. On est connectés. Ah, j'allais dire 8. Allez, c'est parti. Laurent. Moi, je vais dire 5 alors. Non, 8-5. Laurent. À ce moment, j'allais dire 9. 9. Christophe. Je crois que c'est 8. 11. Et un point pour Christophe Degrasse, c'est 33. Oh non Mais comme non, Max je pensais que c'était Verstappen. beaucoup Mais moins. oui, Ah, 33. je pensais que c'était Mais beaucoup oui, moins. mais Je faisais oui, le calcul, je faisais un calcul, je me disais, c'est Moi, je dur de pensais que gagner c'était- des victoires, il n'y a pas beaucoup de Bah Grands oui, à Prix à l'époque, l'époque. Surtout qu'on n'a pas Donc du coup, il n'y a pas beaucoup de Ah Grands oui. Prix, donc j'ai minimisé en me Bien sûr, disant... pareil. Ah, c'est marrant. Moi, j'étais convaincue qu'il y avait beaucoup moins. Là, je faisais le calcul tu vois, un peu soustractif en me disant... Mais quand même une victoire Franchement. éclatante de monsieur Laurent. Une Bravo, fois n'est pas coutume. Hein. Bravo, Laurent. Aïe aïe. Il va remettre son titre en jeu là. Je pense que là, Ouais, attends, c'est... ça commence à se compliquer, hein, la domination de monsieur. J'ai gagné quelques fois, hein, j'ai Mais gagné comme quoi, on voit c'est que ma toi, troisième victoire. c'est pas préparé, tu vois, comme quoi, voilà. Pas préparé, c'est-à-dire. Pour ceux qui en doutaient, voilà. Ici, On n'a pas révisé. toujours Non, aller en non, enchaîne mais avec. J'ai souffert sur les femmes, non mais sur le quiz des femmes. Ah oui, Momo aussi. Parce que le quiz des femmes, je pensais que je connaissais rien. En fait, je me suis rendu compte que je connais beaucoup de choses et chaque fois, j'ai fini, tu vois, avec la question à côté, tu vois, et j'ai Ouais. Michel C'est que Mouton. le monde entier nous l'envie, hein, ce quiz des femmes. Allez, on enchaîne avec la Minute Insta. Le petit Kimi Antonelli semble vivre un joli conte de fées avec son arrivée chez Mercedes, couvé par Toto Wolff, son mentor, qui en rappelle un autre. Regardez. Ah, c'est mignon, non? Il est Vous trouvez pas mignon. C'est Il est mignon. vraiment gentil, ce petit Kimi. Voilà, et c'est pas fini. Hein. Regardez, Kimi qui a rendu visite à ses anciens camarades de classe. Il a 18 ans tout juste. Il vient juste de passer son permis. Et il n'est pas arrivé en Citroën Ami, regardez. Pas mal l'auto, regarde. Oh, j'adore. T'as vu, là, c'est la même voiture que la... C'est quoi? C'est la classe. Christophe, aide-moi. Trop Oh, belle. la classe, dans la classe. C'est pas une AMG Ouais, j'ai l'impression. quelque chose? C'est énorme. Je sais Voilà. Et puis, pour revenir à Ben... Oui. Attends, tu sais qu'il a passé le permis, je l'avais dit, hein, il a passé le permis à San Marin. Parce qu'en Italie, quand tu passes le permis, tu n'as pas le droit de conduire une voiture de plus de Ah, je sais plus, 80 chevaux jusqu'à tes 20 ou 21 ans. donc C'est c'est une un règle. problème pour un pilote de F1. Bah ouais, donc du coup, ils ont trouvé une faille. En fait, en le passant à San Marin, du coup, tu as un permis... La principauté, donc tu as un permis sans limitation et tu as le droit de rouler, en Italie avec un permis de San Marin. Et on termine par mon chouchou sur Insta. Oui, Oui, juste- Laurent. Oui, Juste Christophe. une petite parenthèse pour Kimi, c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui il ait droit à son propre épisode sur Netflix. Ah, Ça, c'est c'est parle de lui, incroyable. Je l'avais incroyable. regardé, j'ai pas encore vu. incroyable. The Seat, C'est- c'est c'est ça un truc- le titre qui raconte L'ascension. l'ascension et comment il a été nommé Oui. par Mercedes. Après, c'est une belle histoire, Tout à hein, tu vois fait. ce que je veux dire. C'est On a vraiment cette impression qu'ils sont en train de nous préparer médiatiquement à ce qu'ils Ouais. deviennent champions demain, quoi. Ah, c'est marrant. Oui, et ça me ferait plaisir. Allez, on parle de mon Moi chouchou, Fernando Alonso, qui a croisé un pigeon, regardez. Et voilà, c'est jamais très agréable. Et puis, Aïe, aïe. et puis regardez qui passe. Je crois que c'est notre ami Mohamed Ben Soulayem. Voilà ce que ça va donner, regardez bien. Non, arrête. Juste derrière. Je te crois pas. Merci. Voilà, ça c'est fait. Ah, il est content. J'adore Fernando. Elle était un peu facile. Allez, on enchaîne avec vos pronos. Le GOAT. Bon d'avoir un petit peu de sourire en fin d'émission. Les pronos avec notre partenaire de cette émission, à savoir Winamax. Découvrez la double offre bienvenue de notre partenaire Winamax, qui donne à tous les nouveaux joueurs deux bonus exceptionnels. Le premier vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant Ah bon dans la limite des 100 €. Voilà, vous pouvez dépenser jusqu'à 100 €, ce sera remboursé si vous êtes nouveau joueur. Et bonus numéro 2, Winamax vous offre 10 € supplémentaires en cash avec le code promo ORLF1. Alors, comment ça marche? Vous déposez 100 € en saisissant le code ORLF1 pour profiter des 10 € supplémentaires. Vous placez votre premier pari et Winamax vous rembourse le montant de celui-ci s'il est perdant dans la limite des 100 €. Vous pouvez vous inscrire sur Winamax et renseigner le code ORLF1 au moment de votre premier dépôt via le lien dans la description de la vidéo ou encore en scannant
un QR code qui ne va pas s'afficher à l'écran, mais c'est pas grave. Allez, attention, cette offre est réservée uniquement aux nouveaux joueurs. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir, qui n'est pas une alternative au travail. Une chose est sûre, Winamax, sponsor de cette émission, merci de nous soutenir. Place à présent à vos pronos pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne dans ce week-end, qui va se tenir donc ce dimanche. Je vous demande le podium, bien sûr, et on commence par Justine, honneur aux dames. Allez. J'avais prédit un Max Verstappen en pole, donc on va partir pour une victoire de mon petit Max. Et ensuite, je pense que je vais remettre Piastri et troisième, Russell. Guillaume. Le rebond commence ce week-end, Olivier. Lando Norris va se rapprocher au championnat du monde et gagner. Parler des Gasly, mais non. Je pensais aussi Gasly. Je pensais le rebond d'Alpine sera un peu plus tard, 2026. Ouais. Mais en attendant, ce sera Norris en 1. Piastri va quand même assurer la deuxième place pour McLaren et restera de peu leader du championnat. Et puis, allez, pour faire plaisir à DRS Queen, Verstappen sera troisième. Laurent. Il est en forme, il est en forme cette semaine. Il est très en forme. Allez, je vais prendre un truc fou, parce que non, il faut avoir un peu de courage, ou de folie. Hein. Je vais mettre ça plutôt sur la folie. Gasly. Je vais mettre... Non, quand même pas. Je vais mettre... pas de la folie. Je vais mettre... Attention à ce que tu dis. Oui. Piastri. C'est ça la folie, Piastri. Tu te fous de moi, quoi. Ça voudrait dire qu'il a fait 4 victoires d'affilée. Non, mais c'est pas la folie. La folie, c'est pas... je sais pas. On va mettre une machine. Oh, le petit joueur. Ça, il nous promet mon zéro, il nous sort Piastri. Verstappen. Oh, vraiment fou. Hamilton. Oh. Ah. Alors là, oui. Là, pour le coup, Hamilton sur le podium, oui. Là. Hamilton, le met en premier, ça, c'était de la folie. Non. Le petit non, Kimi. Non, même pas à ce point-là. J'adorais voir Kimi. Christophe, fais-moi briller les yeux. Kimi va marquer ses premiers gros points. Si tu mets encore Leclerc en premier, je m'en vais. J'arrête cette émission, je te préviens. Donc, on est en Terre Sainte. Ouais. Avec l'élu. Non, ouais. Le nouveau pape est là. Alors, premier, Charles Leclerc. Oh, punaise. Deuxième, Oscar Piastri. Troisième, Hamilton. Waouh! Et le pape devient le président de la FIA. Oui, comme ça. Écoute, je sais pas, les sportifs vivent. De mon côté, mon trio, ce sera Lando Norris en première position, second Max Verstappen, suivi d'Oscar Piastri. J'espère que ce sera un beau Grand Prix. Nous, on sera au rendez-vous derrière nos écrans et sur nos groupes WhatsApp. On me donne rendez-vous la semaine prochaine. En tout cas, c'est la fin d'On refait la F1. Merci de l'avoir suivi. Soyez au rendez-vous donc lundi prochain pour le débrief du Grand Prix d'Émilie-Romagne sur le circuit d'Imola. Je vous rappelle que désormais, On refait la F1, c'est tous les lundis. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube On refait la F1 en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer également sur le petit pouce. À la semaine prochaine. Salut!